Bonsoir, on va parler de la délinquance ce soir, de cette violence qui augmente jusqu'à tuer des policiers sur le périphérique, de ces cambriolages qui se multiplient et de cette crise qui semble pousser au crime. On va le faire ici, au ministère de l'Intérieur, avec Manuel Valls, le ministre qui nous attend dans un instant, et on va le faire alors que le malaise, semble-t-il, grandit au sein de la police, entre les policiers eux-mêmes. Et ce sera donc le thème de ce 215e numéro un peu spécial de Complément d'enquête. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre bureau ici, Place Beauvau, pour ce complément d'enquête un peu spécial. Alors, on va regarder ensemble différents reportages. On va regarder un reportage sur le quotidien du commissariat du 18e. C'est l'un de ces commissariats où vous avez installé une de vos zones de sécurité prioritaire. On essaiera de comprendre aussi pourquoi les cambriolages augmentent, notamment en province, dans les zones gendarmerie. Et puis, on s'intéressera à ces retraités, ces papis flingueurs ou ces papis dealers qui sont, semble-t-il, poussés dans la délinquance par nécessité. C'est comme ça qu'on dit. Mais d'abord, un mot, avant de voir le premier reportage, sur cette situation ici. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en arrivant dans ces fonctions-là? C'est quoi? C'est le rythme, c'est l'imprévu, c'est l'imprévisibilité des choses? C'est bien sûr le ministère de l'événement, des faits, du terrorisme qui a frappé la France et qui reste évidemment une menace très élevée. Mais ce qui me frappe d'abord, c'est que c'est un ministère où on sent encore, c'est important de le dire, la présence de l'État tel qu'on l'imagine, de l'État qui doit protéger notamment les citoyens, mais c'est aussi l'État des préfectures, des sous-préfectures, incarné donc dans le territoire. Oui, c'est le ministère régalien, c'est le ministère au fond que je définis comme celui de l'ordre républicain, qui pour moi est totalement lié au progrès social, parce qu'il n'y a pas de lutte contre les injustices, il n'y a pas de progrès social sans cet ordre républicain. Et avec une pression quotidienne. Alors on va regarder un premier reportage, il est signé Yvan Martinet, David Dameda et Michael Bozon. On a appelé ça des flics dans la zone, tout simplement parce que la zone, c'est la fameuse ZSP, la zone de sécurité prioritaire. On regarde. C'est une drôle de mission. Faire la chasse à la misère. Sophie est policière à Paris, capitaine dans le 18e arrondissement. Et ce matin, elle s'invite chez les pauvres. Depuis plusieurs mois sur ces trottoirs, un marché clandestin s'est improvisé. Avec leurs poussettes, ces deux femmes sont des vendeuses. Là c'est du lait. Là il y a quoi? Lait pour les enfants, c'est pour les enfants. Non, je te le laisse. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Ça, c'est des choses qu'ils vont chercher, pour pas les nommer, il faut pas les nommer au Resto du Cœur. Et voilà, après, c'est ce qui est vendu ici. Alignés par dizaines, des hommes, des femmes, immobiles. Devant eux, un sac posé au sol. À l'intérieur, comme ici, des yaourts et des flancs au caramel. Combien le yabon, hein? 50 centimes. 50 centimes, 5 fois moins cher que dans le commerce. Du very hard discount. Chaque fois qu'elles arpentent ces trottoirs, Sophie et sa collègue Catherine supportent assez mal de voir ce grand déballage, au mépris parfois des règles sanitaires les plus élémentaires. Là, vous avez des petits pots pour enfants, des soupes. Ils les ouvrent une première fois, ils en donnent la moitié à leur enfant et ils remettent dedans une mixture à peu près similaire. Ils remélangent avec de la farine ou de l'eau ou autre. Allez, on y va. Les vendeuses ne sont pas poursuivies, mais la marchandise, elle, est aussitôt confisquée. Des saisies comme celle-ci, ces policiers en réalisent 1000 par mois. Bienvenue dans le 18e arrondissement de Paris. Durant une semaine, jour et nuit, nous nous sommes intéressés au travail ordinaire d'un commissariat de quartier populaire. Mais si, tu vas y aller. Tu vas y aller, là. Loin des séries policières, des patrouilles rythmées par les querelles de voisinage, plutôt que les courses-poursuites. Pourquoi vous l'avez fait monter dans votre voiture, monsieur? Pour vous faire manger le zizi un petit peu, quelque chose comme ça? Dans un pays en crise, comment les policiers font-ils face? Protéger et servir, ces agents trouvent-ils encore du sens à leur mission? Nous serons dans la vie de Marie, simple flic, dans le quotidien de Sophie, Christophe ou Cédric, policiers dans cette zone sensible.
Commissariat du 18e, bienvenue au poste. Mercredi après-midi, sur les trottoirs de l'hôpital Lariboisière. À perte de vue, des chiffonniers cette fois. Chaussures, vêtements, ils vendent de tout à des prix dérisoires. Ça 4 euros, monsieur, regarde. 4 euros. Un peu d'argent à gagner ou toute la marchandise à perdre si Sophie le décide, au hasard des candidats. C'est fini, madame. Allez. C'est fini. Est-ce que là, il y a vraiment une nuisance là? Moi, si j'habitais ici, ouais, ça me gênerait. Donc je me mets à la place des gens qui habitent ici, qui payent des taxes locaux, des impôts locaux, des taxes foncières, et qui, quand ils descendent dans la rue, voilà ce qu'ils ont dans chez eux, quoi. Dire c'est dégradant pour le quartier, c'est dégradant pour l'image d'un arrondissement, c'est dégradant pour la France, quoi. À 39 ans, Sophie a le grade de capitaine, après 15 ans de maison. Les raids contre les vendeurs à la sauvette, ce n'est pas ce qu'elle préfère. Mais ce poste est tournant et chaque jour, 5 policiers doivent s'acquitter de cette tâche. Sur le passage de Sophie, on remballe à la va-vite, en se demandant où est le mal. Moi, je ne vois pas pourquoi des gens ils viennent ici de la police tout le temps pour faire merder des gens. Que je ne comprends pas pourquoi. Nous aussi, ça nous range aussi parce qu'on achète aussi moins cher. Je sais que c'est interdit, c'est pas bien, mais qui va nourrir mes enfants? J'ai 2 enfants, de 12 ans à 1 an. Ce vendeur kosovar va simplement s'éloigner de Sophie et reprendre son négoce un peu plus loin, comme si de rien n'était. Quelques saisies n'ont pas suffi à décourager la masse des chiffonniers. Dans ce face-à-face avec la police, ils savent qu'ils ont pour eux la force du nombre. On est dépassé par l'événement. Déjà numériquement, au niveau des fonctionnaires de police implantés ici, on a vraiment de la peine pour éradiquer ce mal. Et puis, il y a quand même 400 personnes ici et ouais, on est dépassé, quoi. On est aussi, nous, dans la crise. On est dans la crise, ouais. La crise de la crise. Nous, la police, on est en crise parce qu'on manque de moyens et puis finalement, on est contaminé par la crise des autres et voilà. Vous y allez, s'il vous plaît, vous pouvez pas rester ici, madame. Allez. Des policiers démunis face aux plus démunis. Le ministre de l'Intérieur vient pourtant de classer ce secteur en ZSP. Comprenez, zone de sécurité prioritaire. Une nouvelle mesure qui concerne une 60aine de quartiers en France. Plus de policiers y sont affectés, CRS, BAC, en attendant les nouvelles recrues, de jeunes gardiens de la paix. Des agents comme Marie, 26 ans. Voilà 5 ans qu'elle travaille au commissariat du 18e. C'est dans le métro! Cet après-midi, avec 2 collègues, elle assure la permanence police-secours. Il y a un collègue en service qui a interpellé un voleur au métro Max-Dormois. Donc forcément, il est seul et il a besoin de l'équipage pour le soutenir. Ouais, c'est bon, il y a du monde. Une bande d'adolescentes vient de voler avec violence un téléphone portable avant de se faire cueillir dans ce bureau de poste. Les renforts sont déjà sur place. Non, monsieur, non, pour l'instant, c'est fermé. Allez, vous écartez un petit peu, ça sert à rien de rester autour, là. Vous voulez une gonzesse, les gars? Oui. Reste avec moi là, arrête de faire la nerveuse, tu faisais la tranquilla devant tout le monde. 2 adolescentes interpellées, Marie est chargée de ramener l'une d'elles au commissariat. Go. Cette interpellation, une opération banale pour Marie. Les vols de portable représentent ici 4 plaintes sur 10. Mais ces affaires sont rarement élucidées. C'est encore le cas cette fois-ci. L'auteur principal, une autre ado, est parvenue à s'enfuir avec le téléphone après avoir roué de coups sa victime. Tu les connais les filles là? Tu les connais les filles? Lui avait la fille qui avait son iPhone, ils l'ont arraché. Et puis moi je sais que j'ai pas arraché. Tu les connaissais pas toi les filles qui étaient qui? Si, je connais. Ah, tu connais leur nom? Non mais bah, je vais pas dire leur prénom. Mais c'est qui va être emmerdé là, hein. C'est ça le truc. La jeune complice présumée, Marie la laisse à ses collègues. Attends, 2 secondes. Son boulot, c'est de repartir sur le terrain. Non, de l'autre côté, viens. Salaire, 1 900 € par mois, pour un quotidien où il est souvent question de vol, de coups, d'agression. Cette réalité, elle n'y était pas vraiment préparée. Je viens du sud-ouest, donc moi je suis pas du tout habituée à la grande ville comme ça, aux missions qu'on peut rencontrer ici, et à la population. Et... C'est comme vous l'imaginiez? Non, vraiment pas. C'est-à-dire? Parce que la violence, et puis non, je pensais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas. Avec le temps, Marie a dû apprendre à compter avec cette violence.
mais aussi avec l'hostilité, celle qu'inspire son uniforme. J'ai l'impression que les gens nous voient vraiment, pas comme des êtres humains, vraiment, j'ai l'impression qu'ils nous croient, je sais pas, complètement différents, complètement obtus, foncièrement mauvais, foncièrement méchants, et qui sont même étonnés quand on arrive à avoir une discussion avec un policier alors qu'on est comme tout le monde. Donc, Les policiers, des gens comme les autres dans ce commissariat du 18e. Une ruche ouverte H24, un bureau des plaintes toujours plein, 73 caméras pour quadriller le quartier et 600 policiers, dont à notre grande surprise, la majorité souhaite rester anonyme. Donc qui ne souhaitent pas être filmés? Peur pour leurs proches, peur pour eux-mêmes. Drôle de métier où le gilet pare-balles est désormais obligatoire, comme une seconde peau. C'est un geste anodin de mettre le gilet désormais? C'est un geste habituel, oui, ça devient anodin, c'est un réflexe. Ça c'est tous les jours? Tous les jours, toutes les nuits, oui. Bon, à part si on reste dans le bureau chef de brigade, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce que ça dit de votre métier, ça? Ça dit qu'on doit être protégé, ça dit qu'on sait jamais à quoi on va avoir affaire. Et à la ceinture? C'est un pistolet semi-automatique. C'est quand même pas rien d'avoir ça comme outil de travail? Non, c'est pas rien, mais comme je vous dis, on est formé à ça. Vous avez déjà eu à tirer lors d'une intervention? Non. Vous redoutez d'avoir à le faire? Je redoute pas, j'espère n'avoir jamais à le faire. Armé, quelles que soient les missions, même les plus banales. Retour en patrouille avec Christophe, 43 ans, brigadier chef. 18 ans qu'il arpente le 18e, d'appel radio en appel pipeau. Exemple, avec cette intervention pour un colis suspect. Ouais, j'imagine. On va voir. Les gens voient bien que c'est des poubelles et ils disent que c'est des colis suspects. Alors oui, on est en Vigipirate, je veux bien, mais je veux dire, on est quand même pas... À Paris, on est quand même pas à Kaboul. Je veux dire, il va pas y avoir un colis piégé dans une canette de coca, quoi. Faut pas non plus psychoter, quoi. Voilà, donc nous quittons les lieux. Une affaire résolue? Ouais, une affaire résolue, ouais. Là, c'est rondement résolu. 28 rue Marcadet pour problème de squatter dans un appartement. Après avoir perdu 15 minutes pour des sacs poubelles, ils vont en perdre 15 de plus pour un conflit entre squatteurs et propriétaires. C'est toi qui as le renseignement? Les policiers ont bien localisé l'immeuble, il ne reste plus qu'à y pénétrer. T'as une 18 de la PS18? Oui, c'est le code 19, c'est 19. Oui, nous n'avons pas le bon code pour rentrer au 28 rue Marcadet. C'est le 2345 alpha, vous confirmez, c'est ce que vous avez fait? Ouais, affirmatif, 2345 alpha, c'est pas le bon, c'est bien le 28, le numéro. Ça arrive pas dans les films. Si, dans les bons films. Cet immeuble, ils n'y rentreront jamais. Le propriétaire s'est ravisé, opération annulée. Ce genre d'intervention, vous diriez que ça constitue quoi sur 10 interventions? Métier de policier, c'est pas que d'arrêter les cambrioleurs, que de faire de chasser des voitures volées ou autres. C'est aider les personnes âgées, aider les SDF. Il y a beaucoup de social dans notre métier. Et c'est pour ça que ça fait 18 ans que je suis en brigade, parce que moi j'avais pas l'esprit BAC. J'ai l'esprit service de voie publique, oui. Retour avec Marie. Sa patrouille à elle vient d'être appelée pour un différend dans un magasin cette fois. Un homme virulent apparemment qui s'est énervé dans une boutique de téléphonie et donc il devient de plus en plus violent. Elle redoute que la situation ne dégénère. Elle ne va pas être déçue. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Lequel? Quel monsieur? Le client mécontent attend sur le trottoir d'en face. Il explique avoir été molesté par un vendeur, mais ne semble pas dans un état normal. Bonjour monsieur. Je vous explique. Ma femme, elle a 25 ans, elle est belle comme vous, encore plus grande, une belle blonde, même fraîche comme l'aube. Bon, allez, okay. Si vous voulez déposer plainte, il n'y a pas de souci. Ah oui, bah oui, je vais ramener la personne aussi. Oui. Attendez, laissez-moi terminer. Mais c'est que je vous indique aussi que eux déposent plainte également pour les propos racistes que vous avez tenus à leur égard. Ok, mais ça sert à rien votre zèle avec moi. Pour intervenir avec des gens comme ça, ils vous écoutent pas, ils sont dans leur truc et ils tiennent pas forcément des propos très cohérents. Donc, et on a en face, on a des victimes aussi. Donc on va ramener tout le monde au commissariat pour décanter tout ça. On va présenter ça devant l'officier et c'est lui qui donnera la marche à suivre. Il va où là? Aller s'expliquer au poste, le vendeur ne l'entend pas de cette oreille. Lui veut tout simplement rentrer chez lui. Écoute-moi, depuis tout à l'heure, je suis tranquille avec moi, j'essaie de... Écoute, on n'est pas en tort. Tu
vas venir avec moi pour expliquer ce qui s'est passé. Mais rien, dis oui, je vais te forcer, je suis obligée de t'amener avec moi, autant que je suis obligée à lui l'amener. Arrête de t'énerver sur moi comme ça. Son autorité de policière n'y fait rien. Marie a beau faire 40 cm de moins que le vendeur, elle va devoir s'interposer physiquement. Si tu veux que ça se passe bien, arrête. Tu sortiras pas d'ici. Si tu joues au con avec moi, on va jouer au con. Non, il n'y a pas moyen. Depuis tout à l'heure, je suis rigolo avec vous, là, ça veut dire quoi, ça? Marie appelle des renforts pour ramener tout le monde au poste. Tous y déposeront plainte. La policière a su maîtriser la situation, mais l'affaire aura mobilisé 5 policiers durant plus de 45 minutes. 22 h, prise de service au commissariat. La soirée démarre par un café, de quoi tenir jusqu'au lendemain à 6 h. Comme chaque soir, une patrouille à part va rôder dans le quartier. C'est ici qu'elle prépare sa tournée, au bureau dit des doléances. Allez, on va regarder ça. Ce soir, vous avez quoi comme action prévue? Je vais en faire 3-4 doléances où il y a des jeunes qui font du trafic de stupéfiants. Ils sont souvent dans un hall où ils mettent des déchets partout, ils urinent au sol et tout. Enfin, c'est vraiment... Dans ce classeur, les lettres anonymes ou non adressées par des riverains, souvent pour des halls d'immeubles occupés. Je rentre chez toi si je veux, et la meuf, elle, je vais m'en occuper, et toi, je sais où te trouver. C'est ce type de couple voilà. qui vont motiver Tout votre à fait. action ce soir. Tout à fait, voilà. Ce soir, en gros, vous répondez aux demandes des gens. Première étape de leur patrouille, l'immeuble des auteurs de ce courrier. Ils ont entendu des voix, ils sont partis voir s'il y a des gens. Et effectivement, au 5e étage, ses collègues retrouvent 2 individus. Allez, jeune homme, venez là, sortez les mains des poches. Mets-toi là. Allez, les mains des poches. Ils ne vivent pas là, Voilà. mais sont des habitués de cette cage d'escalier. T'as des trucs sur toi? Sur ce que t'as dans les poches là. Allez, les mains des poches. Moi, je vous avais dit, je voulais plus vous voir ici, les gars. C'est pas la première fois qu'on se croise en plus. Que si je viens ici, c'est parce que les gens se plaignent. Le bordel. Sur le même palier, l'un des agents vient de retrouver une barrette de résine de cannabis abandonnée. Ça, je pense que ça personne. Hein? Comme d'habitude, de toute façon. Si la prochaine fois, ça, je dis que c'est vous. N'importe un des deux, je prends au pif. Et j'emmène en garde à vous, d'accord? Vous revenez plus, hein, ok? À quelques rues d'ici, Cédric lui consacre sa nuit à la lutte contre le racolage. Dans le 18e, les adresses sont toujours les mêmes. On aura une grappe sur le terre-plein central, au feu auquel on arrive. Parce qu'il y a des aérations de métro qui leur donnent de l'air chaud, qui permet de garder le magasin à bonne température. Pardon. Bonjour mesdames. Blagués à défaut d'interpeller, ils ne peuvent de toute façon intervenir que sur flagrant délit, quand ces filles montent à bord des véhicules. Ce qui n'empêche pas les contrôles d'identité entre deux passes. Bonsoir, c'est la police. Il y a eu un problème avec le monsieur? Oui, c'est un problème. Notre objectif, c'est d'interpeller une ou deux prostituées en flagrant délit de racolage. C'est l'objectif chiffré que vous avez? Chiffré? Non, il n'y a pas de chiffre. C'est l'activité qu'on doit avoir. On a un véhicule équipé pour ça, on est en civil pour ça. Ça vous fait rire quand je vous parle de chiffres? Oui, mais oui, c'est un grand tabou. Il n'y a pas de chiffre dans la police. Hein, c'est bien connu. Mais si vous pouviez arrêter une ou deux prostituées ce soir, ça serait bien. Ça serait pas mal. Ça serait bienvenu. Disons que ça montrerait une certaine activité. La politique du chiffre, c'est ce que Manuel Valls dit vouloir supprimer. Mais dans ces nouvelles zones de sécurité prioritaires, pour juger de sa réussite, il lui faudra bien attester de quelques chiffres. Voilà pour ce reportage d'Yvan Martinet et de David Dameda. Et on est donc bien sûr toujours ici avec vous, Manuel Valls. Les chiffres, la politique du chiffre, c'est terminé, c'est oublié, c'est fini, c'était Sarkozy? On en parle plus? Bien sûr, il faut des résultats. Mais la politique du chiffre, c'est-à-dire faire en sorte que les policiers, mais aussi les préfets, soient, parce qu'on a décidé, obligés de ramener des prostituées, d'arrêter des fumeurs de cannabis. Le bâtonnage, comme on appelait ça. Voilà, des sans-papiers, pour faire monter les statistiques de la délinquance. Non, ça c'est fini, parce que cela a fait exercer une pression sur les policiers qui a d'une certaine manière perverti et leur métier
et leur mission. On va revenir sur les chiffres et notamment sur les cambriolages après. Le deuxième reportage, un mot, plus qu'un mot d'ailleurs, sur ce malaise qu'on sent poindre, et on l'a bien vu il y a 2 jours quand il y a eu des manifestations de policiers un peu partout. Là, on est dans une ZSP et on a une policière qui dit nous, la police, on est en crise, on est dépassé, on manque de moyens, on est contaminé par la crise des autres. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est une phrase très juste, parce qu'au fond, les policiers sont ceux qui sont au cœur de la crise. Et aussi sont face au visage le plus sombre de la société, de l'humanité, et des hommes et des femmes. Ils arrêtent des délinquants, ils font face à cette violence qui ne résulte pas seulement de la crise économique et sociale. Ça serait trop facile, il ne faut pas chercher les excuses, mais en même temps, on l'a vu dans ce reportage, c'est aussi une réalité. Et moi, je rends hommage à ces femmes, à ces hommes, souvent très jeunes, expérimentés, qui font un boulot tout à fait extraordinaire. Leur morale, comment vous l'évaluez? Parce qu'on a vu il y a 2 jours ces obsèques, ces 2 policiers tués sur le périphérique, on a vu l'émotion, on a vu des manifestations un peu partout, et on sent bien qu'il y a effectivement un malaise. À quoi vous l'attribuez? Eux, ils parlent des moyens, de l'image, de la hiérarchie qui les écoute pas forcément, du respect. C'est quand même étonnant. Il y a un peu de tout cela. Il y a le fait qu'on a supprimé beaucoup de postes au cours de ces dernières années. Ça n'explique pas tout, mais plus de 10 000 postes de policiers, de gendarmes ont été supprimés. 3 000 étaient prévus encore en 2013. J'ai décidé d'arrêter cette hémorragie. En plus, nous allons créer 500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes par an. De vrais policiers, ce n'est pas des adjoints de sécurité? Il peut y avoir des adjoints de sécurité, mais qui ensuite passent les concours et qui rentrent dans la police. Mais en tout cas, dans les zones de sécurité prioritaires, il y a et il y aura de vrais policiers et de vrais gendarmes, les plus expérimentés, pour s'attaquer à cette délinquance qui gangrène nos quartiers. Mais il y a sans doute un problème aussi de relation avec la population. Et les policiers, on voit dans le sujet, la plupart des policiers maintenant, quand on tourne dans les commissariats, demandent d'être floutés. Parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils peuvent avoir, du fait que leurs voisins puissent savoir qu'ils sont policiers, etc. Il y a une façon de vivre ce métier-là qui n'est plus le même qu'avant. Et au fond, à travers ce reportage, c'est l'occasion pour moi de dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, qu'ils doivent respecter les policiers, qu'ils doivent savoir que les policiers comme les gendarmes font un travail extrêmement difficile, utile. On a eu trop tendance à railler le travail des policiers, à considérer que, au fond, c'était eux qui étaient responsables de la dégradation de la relation avec la population. Moi, je souhaite une police respectée par les citoyens et respectueuse aussi des citoyens. Et c'est pour cela que nous sommes en train de conclure un code de déontologie commun à la police et aux gendarmes. Mais c'est aussi pour cela que j'ai refusé le récépissé, pour les contrôles d'identité, parce que je ne souhaitais pas qu'on puisse remettre en cause les contrôles d'identité et qu'on donne le sentiment de stigmatiser, c'est un mot qu'ils utilisent souvent, et de mettre la les police sous policiers et les surveillance. gendarmes. Non, évidemment, la police doit respecter les règles de la République, la loi. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dissous la BAC Nord de Marseille, parce qu'il y avait à l'évidence des policiers qui ne respectaient pas. J'allais vous en parler, parce que l'image, c'est ça, c'est des policiers qui se font tuer sur le périphérique, de la BAC, c'est des policiers de la BAC aussi qui basculent peut-être côté ripou, mais que vous réintégrez dans la police. Mais c'est normal, parce qu'on respecte une décision de justice. La justice n'a pas décidé qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Ces policiers qui font l'objet... C'est pas un message un peu bizarre à envoyer que de nous dire sommes vous pouvez exercer votre métier alors qu'on se demande si vous n'êtes pas il faut respecter et la présomption d'innocence et les décisions de justice. Ces policiers qui ont à l'évidence fauté continuent de travailler, mais pas dans une brigade anticriminalité et pas dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite, la justice décidera évidemment de leur sort. Mais ce n'est pas l'attitude de quelques policiers qui doit jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police et de la police française, qui fait un travail tout à fait extraordinaire pour rétablir l'ordre républicain et pour faire en sorte que notre pacte social, qui est déjà martyrisé par la crise économique, tienne le choc. Je dis ça parce que cette image-là et cette affaire de la BAC de Marseille a suis marqué bien les esprits. D'où cette décision unique, c'est la première fois. Cette décision unique que j'ai prise, c'est la première fois que l'on dissout ainsi une unité dans sa globalité. Parce qu'il y a eu incontestablement des faits graves. Alors, toujours sur ce moral, un sondage, c'est pas un sondage, c'est une étude faite par le CNRS pour le syndicat Alliance, mais qui est assez intéressante quand même, puisque selon cette étude, il y a 76% des policiers qui sont fiers d'appartenir à la police, quand même. Mais il y en a 90% qui pensent que la police ne se soucie pas de leur bien-être. La hiérarchie. Il y en a 85% qui estiment que la justice discrédite leur travail en relâchant systématiquement les délinquants. Et il y en a 10,6% qui se disent au bout du rouleau.
Deux questions. La violence d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de violence qui monte dans la société qui est assez difficile à contenir et qui maintenant est très inquiétante? Et puis cette espèce de rapport avec la justice, la violence. D'abord, cette étude a été faite en 2011 et début 2012. Ça veut bien dire que le mal vient de loin, il est profond. Ensuite, moi, il y a des chiffres qui me frappent. Le nombre, par exemple, de policiers ou de gendarmes qui se suicident. Ça veut bien dire que c'est l'expression d'un malaise. Et puis, vous avez raison. Dans la société, il y a depuis des années une contestation de l'autorité. Du policier, du gendarme, on s'attaque à celui qui porte l'uniforme, je pense aussi aux sapeurs-pompiers. On a un problème d'autorité. Une contestation de l'enseignant aussi. Et moi, je crois qu'il faut réhabiliter, réinventer l'autorité, parce qu'une société a besoin de règles, de lois, sinon c'est la loi de la jungle ou l'ordre des mafias, des caïds qui s'impose dans nos quartiers. Et quand on attaque un policier, quand on l'insulte, quand on s'attaque à son intégrité physique, ça veut bien dire qu'on s'attaque à la République, à l'État. Donc il faut être intransigeant à l'égard de tous ceux qui s'en prennent à la police. Et ces jeunes qu'on voit parfois, qui sont les mêmes parfois dans les classes, qui contestent l'autorité de l'enseignant, qui contestent l'autorité de leurs parents, qui s'attaquent à des policiers. Plus ça veut dire de sévérité, beaucoup plus de sévérité, sanctions. de règles, de sanctions. Et les policiers, parce qu'ils sont face à cette société qui va mal, sont forcément les premières victimes de cette violence. On entend Mme Taubira qui dit « Ah, la sanction, c'est pas la seule solution, la prison non plus. » Non, on a l'impression que la culture de l'excuse a remplacé la notion de punition. Je cite là quelqu'un qui fait un livre qui est un peu contesté, qui est Laurent Oberton, qui s'appelle « La France orange mécanique ». Est-ce que c'est ça? Est-ce que besoin de la règles. Gauche renoue avec cet angélisme-là? angélisme-là? Et c'est aussi pour cela que je suis ministre de l'Intérieur. Une réforme pénale est évidemment nécessaire. Les tribunaux sont surchargés. Il y a des dizaines de milliers de peines qui ne sont pas exécutées. L'état de nos prisons est déplorable, ça a été démontré par les journalistes. Vous avez fait ce type d'enquête. Donc il faut répondre à la violence qui monte dans la société, à la récidive qui n'a pas été jugulée au cours de ces dernières années. Mais une réforme, pas la sanction. Mais une réforme de la justice ne peut pas se faire sans la police. Elle ne peut pas se faire contre la police. Et la prochaine réforme de la justice, elle devra se faire avec évidemment les magistrats, mais aussi les policiers et les gendarmes. Les policiers qui mettent en cause la justice, vous n'avez pas l'impression de faire un peu le grand écart avec Mme Taubira? Mais moi je m'entends bien avec Christiane Taubira. Oui, vous dites ça toujours, mais... Non, parce que c'est la réalité, parce que c'est une femme d'autorité, parce que l'image qu'on cherche à lui coller est fausse. Et il y a eu une conférence de consensus qui fait un état de la situation, mais il est hors de question, entendez-vous bien, hors de question de renoncer à la sanction, à la sévérité, à l'exemplarité de la peine. Et moi, je souhaite une justice qui prévienne mieux, qui punisse mieux. Et aujourd'hui, dans l'état où nous nous trouvons, avec cette crise, avec cette violence que vous décrivez, qui remonte depuis des années, les violences aux personnes augmentent depuis 30 ans, ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement des lois ou des discours, mais ça veut dire qu'il faut que la loi de la République s'applique. Et avec moi, comme ministre de l'Intérieur, c'est la fermeté et la protection notamment des policiers qui font un travail admirable et qu'il faut soutenir face à cette violence. Et donc pas question de vider les prisons. Bien sûr. Alors, on va justement enchaîner avec un reportage sur les cambriolages. Et là, on s'est beaucoup étonné de voir ce que donnaient les chiffres. On les recitera tout à l'heure sur ces cambriolages qui augmentaient déjà avant. On y était allé dans Lot-et-Garonne il y a un an. On avait constaté qu'effectivement, ça n'allait pas fort, notamment dans le centre-ville où les commerçants se faisaient beaucoup cambrioler. Zoé de Bussière, Thomas Auro, Antoine Husser et Vincent Buchy sont retournés dans cette localité du Lot-et-Garonne. Et vous allez voir, ça ne s'est pas amélioré. Avec ses faux airs de rapetou, Damien Dalbo ne prépare pas un mauvais coup. Il est gendarme. Il n'en finit pas de sillonner le Lot-et-Garonne au rythme des derniers cambriolages. Vous voyez, cette maison, par exemple, a été cambriolée. Là, je vais vous montrer un peu plus haut, il y en a eu 2 ou 3 en suivant. Là. Alors, ici, là, à droite, cette maison. Il y en avait une autre ici, vous allez voir un peu plus loin. Après, vous avez celle-là, celle-ci, là, qui est ici. Mérac, Pont-du-Casse, Aubiac, 13 vols en quelques semaines dans un rayon de 20 km. Il y a quelques années, le rythme des cambriolages s'est soudainement accéléré. À mon sens, il y en avait moins. Maintenant, bon, enfin, on dirait qu'il n'y a plus de limite.
Lors d'une perquisition, nous avons trouvé un brouilleur GSM. Ça sert à quoi ça? Cela permet de brouiller les alarmes qui sont reliées à une télésurveillance. Le dernier cambriolage de Pont-du-Casse a eu lieu chez Christelle. Le 25 janvier, elle s'absente une petite demi-heure pour accompagner son fils à l'école. À son retour, elle trouve la baie vitrée grande ouverte. Ils sont rentrés par là, c'est ça? Oui. Une effraction en plein jour, en 30 minutes chrono, et le chien n'y a rien changé. A priori, c'est des gens qui passent dans les quartiers. Ils viennent sonner chez vous. Si personne ne répond, voilà, ils vont faire le tour. Ils vont essayer de rentrer par une porte forcée. Une par une, toutes les pièces de la maison ont été visitées. Je suis arrivée dans la chambre et sur la chambre, il y avait tous les bijoux tout de déballés. Donc c'était dans la boîte à ma grand-mère. Des bijoux fantaisie, sans aucune valeur marchande. Connaisseurs, les cambrioleurs ne les prennent pas. Dans le salon, il y avait tous les ordinateurs. Mon fils qui avait son téléphone portable et son petit ordinateur, il n'y avait plus rien. Du matériel informatique léger, facile à emporter. Et c'est dans la salle de bain qu'ils finissent par trouver ce qu'ils sont venus chercher. Voilà, bon, ils avaient ouvert tous les placards et tous les tiroirs. Ils ont vu vite fait qu'il y avait des produits, mais derrière la porte, il y avait un meuble avec des bijoux de valeur, une chaîne avec des bouts d'oreilles, après une autre chaîne en or avec un petit diamant et une bague. Voilà. Et ensuite, de l'or, c'est ce qui se vole le plus. En quelques minutes, les cambrioleurs ont dérobé plus de 10 000 € de matériel et de bijoux. Quelques instants plus tôt, en rentrant chez elle, Christelle a croisé deux jeunes hommes qui marchaient à vive allure le long de la route. Elle fait immédiatement le rapprochement, reprend sa voiture et les rattrape un peu plus bas. Je me suis arrêtée, je leur ai dit pardon messieurs, est-ce que vous habitez dans le coin? Ils me répondent oui. Ils me demandent pourquoi je leur pose cette question-là. Je leur ai dit c'est simple, je vais vous prendre en photo puisque je viens d'être cambriolée. Les deux hommes prennent alors la fuite. Mais Christelle n'abandonne pas la poursuite, elle veut absolument les identifier, quitte à prendre des risques. C'est un peu dangereux tout ça quand même. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, j'étais vraiment en colère. Voilà. Mais elle ne les rattrapera pas. Le Lot-et-Garonne est l'un des départements français où le nombre de cambriolages a le plus progressé. Nous étions déjà venus filmer en 2010. À l'époque, les cambrioleurs ciblaient avant tout les commerces en centre-ville. En quelques semaines, une demi-douzaine de magasins avaient été visités. D'abord le bureau de tabac, 5 000 € dérobés. Puis le salon de coiffure pour du matériel professionnel. Le coffre-fort de cette pizzeria ensuite. Et enfin, chez cette opticienne, les voleurs ne laissent pas une paire de lunettes en rayon. Vous êtes arrivé le matin, il n'y avait plus rien? Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Le présentoir était vide. C'est votre outil de travail, c'est 35 ans de vie. Et puis on se demande comment on va rebondir. Une vitre brisée, 120 000 € de marchandises dérobées et un goût de déjà-vu. La propriétaire avait déjà été victime d'un vol quelques années plus tôt. La méthode des cambrioleurs l'avait alors choquée. Alors lors du premier cambriolage, en fait, ils ont cassé un mur et ils sont arrivés dans les toilettes du magasin. Et ils ont fait ce trou là. Voilà, il y avait un trou. À la demande de son assurance, la commerçante s'équipe. Son magasin devient un bunker. Alarmes, fumigènes, système de vidéosurveillance, des moyens de protection dont se sont dotés la plupart des commerçants de Marmande. Les malfaiteurs changent alors de cible et le nombre de vols ne baisse pas, au contraire. En 2011, on compte 30% de cambriolages en plus dans le département. Mais cette fois-ci, ce sont les maisons isolées qui sont visées. Pour tenter d'enrayer le phénomène, les gendarmes du Lot-et-Garonne ont créé il y a un an un groupe spécial, le GELAC. Bonjour Stéphane. Auquel appartient Damien Dalbeau, qui travaille sur le vol commis chez Christelle. Bon, je te rends compte. Alors on est allé contrôler cette officine, suite au cambriolage. Il y a quelques années, l'enquête ne serait pas allée bien loin, faute de moyens. Voilà. Désormais, rien n'est laissé au hasard. Relevé d'empreintes et de traces ADN,
et photos systématiques des lieux. Là, c'est les tiroirs du meuble de l'entrée de la maison. C'est le rituel, hein, si vous voulez, dans les cambriolages, tous les tiroirs sont ouverts, les boîtes sont vidées sur le lit ou sur le canapé. C'est vraiment le rituel, quoi. C'est classique. Hein. Mais dans ce dossier, très peu d'éléments. Une marque de pas sur le sol, peut-être une trace de doigt sur une voiture, rien de bien probant. Le patron du groupe cambriolage repart à la pêche aux renseignements. À quelques centaines de mètres de chez Christelle, une habitante aurait vu quelque chose d'important. Bonjour madame, la gendarmerie. Vous avez dit que vous aviez des choses intéressantes. Intéressantes, non, on ah, vous avez vu 2 jeunes? Oui, c'est-à-dire que le jour où il m'en a parlé, ouais. j'ai vu 2 jeunes gens là descendre, l'un en blouson bleu, ouais. L'autre avec un blouson blanc, ouais. Cheveux coupés très courts. D'accord. C'est tout, c'est vraiment... J'ai pensé à ça tout de suite quand... Au niveau des âges, est-ce que vous seriez en mesure de donner à peu près un créneau je les ai vus de profil. De profil, oui. Oui, entre 20 et 30 ans 30, peut-être. Ouais, voilà. Plus jeune, plus vieux? Ça, je peux pas être catégorique. Non, vraiment. Vous les avez déjà vus dans le coin? Et non, justement, j'ai... C'est ce qui vous a... Et oui, ça m'a alerté. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je vois ces jeunes gens. Dans quelques jours, cette voisine devra se rendre à la gendarmerie pour identifier des photos d'éventuels suspects. Ce jour-là, pour un simple cambriolage, ils ont interrogé plus d'une dizaine de voisins. Depuis la création du groupe, les gendarmes ont interpellé 55 personnes, toutes présentées à la justice. Et leur plus grand succès, ils les ont obtenus grâce à leurs collègues de la police scientifique. Bonjour Stéphane. Bon, donc ces objets qu'on a découverts dans le canal. Ce matin, l'adjudant Oudinot doit relever des empreintes sur ces objets, retrouvés au fond du canal du Midi, dans le coffre d'une voiture volée. Là voilà, on distingue des traces partielles. Dans le passé, il intervenait principalement sur des scènes de crime ou des braquages avec violence. À la révélation, on verra si ça ressort plus, mais... Aujourd'hui, on le sollicite également sur les petits cambriolages des particuliers. Ici, là. Il y en a une ici, il y a un petit morceau là. Toute personne qui commet un cambriolage laisse toujours une trace de son passage. Donc voilà, tous ces objets ont été manipulés. Il y a moyen de réaliser des prélèvements pour rechercher l'ADN. Ça, c'est faisable. Ils sont surpris, les victimes de cambriolage, quand vous leur dites on a retrouvé des empreintes, on a retrouvé qui c'est? Oui, ils sont surpris. Surpris de nous voir déballer notre arsenal. Pour eux, ça requiert normalement une autre compétence et un autre cambriolage. Mais ils sont surpris, mais oui, agréablement surpris. Des moyens d'investigation dignes de la crime pour faire tomber des voleurs de plus en plus professionnels. Car derrière ces nombreux cambriolages, les gendarmes ont découvert des bandes organisées qui sévissent à une échelle quasi industrielle. Il y a un an, un réseau tentaculaire est tombé. Ce matin-là, le GIGN arrête 32 personnes soupçonnées d'avoir commis des centaines de vols dans le sud-ouest de la France. Dans cet appartement près de Pamiers, l'un des chefs du réseau, un certain Zourab. Sur son épaule, un signe distinctif, une croix orthodoxe. Les membres de cette structure hiérarchisée portent un nom, les Vori w Zakonie, ou voleurs dans la loi. Une mafia venue du Caucase qui s'enracine en France depuis quelques années. À Toulouse, c'est le major Spadi qui a dirigé les investigations. 1 an de travail, 13 enquêteurs à temps plein, pour venir à bout d'une structure au mécanisme parfaitement huilé. Donc on a plusieurs équipes de casseurs qui travaillent pour un même chef. Et en fin de semaine, ce petit chef avait un contact avec un chef receleur qui lui, pareil, avait sa structure à lui, avec un informaticien qui récupérait par exemple les ordinateurs pour les reformater avec un Windows russe par exemple, qui avait son propre mécanicien et qui avait son exportateur. Du Caucase au contrefort de l'Ariège, une route qu'empruntaient chaque semaine de nouvelles recrues. Et l'implantation des Géorgiens se situe sur l'Ariège, dans ce secteur-là. Le chef du réseau était ici, l'exportateur était ici. Vous pouvez faire combien de cambriolages en une journée? À la journée, plusieurs dizaines, on va dire. Tous les jours. Et
Malheureusement, il se trouve bien chez nous, quoi. On va dire malheureusement. C'est pas prêt de s'arrêter, en fait. J'ai pas l'impression, non. Je suis pas au chômage encore, hein. Malheureusement. En démantelant le réseau, les gendarmes ont également mis la main sur une partie du butin, précieusement gardée, dans les sous-sols de la gendarmerie. Vous sécurisez autant parce que ça représente beaucoup d'argent? Oui. Il y en a pour combien là-dedans? Je dirais on a plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros, qui correspond en fait aux objets volés lors des 10 jours précédant les interpellations. Là encore, des ordinateurs, quelques vêtements de marque, mais surtout des bijoux. En fait, chaque dossier comprend des bijoux. Donc on a ici que de l'or. Donc des montres, des colliers, des bagues, etc. Des chaînes. Par semaine, vous estimez que vous arrivez à revendre combien de kilos d'or? De 1 à 3 kilos, je pense. Environ de 1 à 3 kilos d'or. C'est revendu entre 22 et 25 000 euros le kilo. La hausse récente des cambriolages en France serait liée en grande partie à l'arrivée de ces mafias du Caucase. Le major Spady est fier d'avoir arrêté 32 voleurs, mais il sait bien qu'un autre réseau a peut-être déjà pris le relais. En attendant le prochain coup de filet, les gendarmes font du bitume, comme ils disent. Ils se montrent. Sur les routes du sud-ouest, chaque semaine, une nouvelle opération. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. Vous présentez la plaque du véhicule, s'il vous plaît, vous coupez votre moteur. Ils contrôlent le moindre véhicule suspect à la recherche d'un éventuel butin. Dans le bâtiment. Oui, tout à fait, construction métallique. Ce jour-là, rien à signaler dans le Lot-et-Garonne. Allez-y, vous pouvez y aller, bonne journée. Aucun voleur sur le barrage, ni aucun cambriolage dans le département. Et voilà pour ce reportage de Zoé de Bussière et de Antoine Husser. Et nous sommes bien sûr toujours ici au ministère de l'Intérieur avec vous, Manuel Valls. Je vais reciter, si vous voulez bien, 2-3 chiffres sur les cambriolages, même si on sait toutes les polémiques qui entourent à chaque fois la publication des chiffres. Chiffres de l'Observatoire national de la délinquance entre 2011 et 2012. Il faut savoir, il y a un chiffre qui frappe, c'est qu'il y a un cambriolage toutes les 90 secondes en France, que ces cambriolages augmentent. C'était plus 4,7% en zone police, comme on dit, et plus 14,7% en zone gendarmerie. Et en ce qui concerne maintenant les chiffres de la préfecture de police citée par le Figaro l'autre jour, et là de mois à mois, entre janvier 2012 et janvier 2013, en comparant ces 2 mois, eh bien les chiffres sont terribles. À Paris, les cambriolages augmentent de 58,9% et de 41,7% en banlieue. Alors vous allez me dire, les chiffres ont changé, le thermomètre, on va le changer, etc. Mais quand même, ça explose les cambriolages? Ça fait 4 ans que les cambriolages explosent un peu partout. Ne prenez pas toujours les chiffres du journal Le Figaro, puisque les chiffres l'année dernière ont été arrêtés. L'Observatoire national. Ont été arrêtés, non, les chiffres du Figaro ont été arrêtés le 26 janvier. Mais moi, je ne veux pas polémiquer avec les chiffres. Il y a un observatoire indépendant et il faut regarder la réalité en face. La violence, elle est là. Et les cambriolages explosent depuis 4 ans, notamment en zone gendarmerie, c'est-à-dire dans les territoires ruraux et périurbains. Parce que là aussi, la société a changé. Vous avez eu, au fond, une évolution de la délinquance qui était souvent en centre-ville, qui est allée en banlieue, et de la banlieue vers la campagne. C'est la société où sont aussi ces fameux voleurs de la loi des bandes qui viendraient de l'ex-URSS? C'est à la fois la société, et parce que ces bandes s'attaquent là où il y a plus de facilité. Souvent en ville, on protège davantage les maisons, les appartements. Il y a aussi des cambriolages en ville, je ne le nie pas, bien évidemment. Mais, vous savez, dans des départements, je pense à ce que me disait un gendarme dans le département de la Creuse, les habitants avaient l'habitude de partir le matin en laissant la clé sur la porte. Fini ça. Tout ça est en train de changer. Et il y a des bandes, parce que là aussi, il faut dire les choses clairement, des bandes qui viennent de Tchétchénie, de Géorgie, de l'ex-URSS. Pourquoi ils viennent maintenant? Parce que nos frontières sont plus perméables? Parce que nos frontières sont plus perméables, parce qu'on a laissé passer aussi ces réseaux. Donc il faut s'y attaquer, à la fois en France et par une coopération européenne et internationale sur laquelle je m'engage très bien. Et il y a des gens comme Bruno Béchiza, qui est le secrétaire national de l'UMP chargé de la sécurité, élu de Seine-Saint-Denis, qui dit ça, c'est cambriolage, et notamment en ville, c'est aussi une délinquance qui vient de ces bandes, enfin pas ces bandes, ces camps de Rome, qui sont, dit-il, les camps de la honte, qui sont de plus en plus présents autour de nos villes. Alors il y a une délinquance qui est effectivement à ces campements. Et là aussi, c'est une réalité. Et la coopération que nous avons avec la police roumaine sur Paris nous permet d'arrêter, d'attaquer ces bandes, l'exploitation là aussi de la misère, la mendicité des enfants, la prostitution. Donc il ne faut pas être naïf.
Et c'est aussi pour cela qu'il faut C'est parce que ces Roms, on les laisse d'abord. rester là et on les renvoie plus? Je reste très ferme sur l'idée qu'il faut démanteler ces campements et que les Roms doivent être renvoyés, doivent revenir en Roumanie. Vous dites la société change, elle évolue, elle se durcit, elle se crispe avec la crise? Oui, elle est plus dure. La société française est plus dure de ce que l'on croit parfois. D'abord parce qu'il y a cette contestation de l'autorité que nous évoquions il y a un instant. Mais il y a aussi le trafic de drogue, les millions d'euros qu'il charrie, le trafic de cannabis qui a pris en otage au fond des quartiers, des familles, une partie de notre jeunesse. Et il faut s'attaquer là aussi à ce trafic de drogue. Pas en disant qu'il faut dépénaliser le cannabis. Le président de la République, le Premier ministre, comme moi-même, y sommes totalement opposés. Mais il faut s'attaquer à ce trafic de drogue qui non seulement détruit une partie de notre jeunesse, mais qui aussi organise une économie souterraine et un autre ordre qui est celui de la République. C'est là où la gauche a changé. Et je l'incarne au fond, ce changement, c'est qu'elle regarde la réalité en face et qu'elle s'attaque avec la volonté à la fois de la répression, de la punition, qui sont plus que jamais indispensables dans une société, parce que c'est la condition du progrès social. Plus question d'angélisme, mais plus question de parler d'un sentiment d'insécurité. S'il y a de l'insécurité, il y a une réalité, traiter. il faut sortir du débat d'une droite qui serait autoritaire et d'une gauche qui serait angélique, on n'en est plus là. Troisième sujet, on va parler justement de ces papy dealers ou flingueurs. Alors bon, ça fait un peu sourire et on a, je dirais pas une tendresse, mais une sorte d'amusement à les regarder quelquefois ces gens-là qui font quand même du deal ou du vol. Ils ont fait de la prison pour ça, on les avait vus il y a un an, on est retourné les voir, ils reconnaissent pour la plupart que ce qu'ils font est grave aussi. La crise sociale ne peut rien excuser. Il manquerait plus, ça serait une insulte faite aux chômeurs, à ceux qui vivent dans la précarité, de considérer qu'ils pourraient être demain des futurs délinquants. La priorité de ce gouvernement, c'est la lutte contre le chômage et la précarité. La pauvreté n'est pas une excuse. La pauvreté n'est pas une excuse et la dignité de ceux qui sont dans cette situation est le meilleur exemple face à ce type de comportement heureusement minoritaire. Merci Emmanuel Valls. Le reportage est signé Nathalie Sapena, Yvan Martinet, Jean-François Monnier et Vincent Gobert. Il y a des délinquants plus surprenants que d'autres, de ceux qu'on ne soupçonne pas, qu'on imagine à la pêche avec leurs petits-enfants plutôt qu'à vendre de la drogue. C'est le cas de Michel Baume, tranquille retraité dans sa cité de Compiègne. Quand il nous avait reçus il y a un an, la justice venait de le condamner à 18 mois de prison ferme. Il attendait l'exécution de sa peine. Son délit, avoir revendu des plaquettes de résine de cannabis dans sa cuisine. Oui, c'était énorme. Le plus qu'il y avait, c'était à peu près 100 grammes. C'était coupé ici, là, dans le travail, là. C'est 10 ou 20 ou 15 ou 30 euros. C'était coupé à peu près. Vous voyez, c'est vraiment combien qu'on payait sur un 25. Pour les payer le fournisseur, pour les gagner un peu d'argent dessus, on est payé. Payer le fournisseur et se faire une marge, pour Michel Baume, un petit business comme un autre. C'est grand. Moins épais, un peu moins épais que ça. Hein. Ça faisait quoi ça? 100 grammes à peu près. Ouais. 100 grammes? Vous n'avez jamais vu 100 grammes de shit à peu près? Ça pouvait... Non, mais vous, oui. Ouais, moi, oui, je sais pas. Vous imaginiez quoi en vous lançant là-dedans? D'essayer de me dépanner un peu, de gagner un peu d'argent pour me dépanner. Vous vous rendez compte que vous êtes devenu trafiquant de drogue? Ah bah oui, c'est ça. Michel Baume paraissait alors serein, presque insensible à la prison qui l'attendait. Sa femme, elle, s'angoissait, spectatrice impuissante des errements de son mari. Moi je respectais parce que, je vous dis, il y avait tout le monde qui venait, il venait tout le temps, sans arrêt, sonner à la porte et tout. Et moi je lui disais qu'il fallait stopper tout ça, quoi. Ça avançait à rien. Jocelyne allait jusqu'à disculper son mari. Les comptes du ménage, des dettes, une très petite retraite, tout cela expliquait à ses yeux son trafic. Voilà, ça c'est ce que mon mari touche au mois. Voilà, c'est tous les créanciers qu'on a. Tout ça. Donc on paye au mois, chacun un petit peu. Il y en a qu'on paye 68 €, il y en a qu'on paye 40 €, il y en a qu'on paye... En tout, ça me fait 235 € par mois à tous les créanciers. Pour vivre, il me reste, je sais pas, en gros, 250, 300 €, pas plus. La justice a fini par l'entendre. Sa peine, Michel Baume l'effectue en ce moment chez lui, avec un bracelet électronique. Des affaires comme celle-là, il y en a de plus en plus.
L'an dernier, les juges ont condamné 17 000 prévenus de plus de 60 ans. En prison, ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 20 ans. La France vieillit, ses délinquants aussi. Mamie pétard, papy dealer, octogénaire chapardeuse. Est-ce l'âge ou la crise qui les fait basculer dans la criminalité? 3 retraités délinquants ont accepté de nous expliquer comment ils avaient franchi la ligne jaune. Françoise et Patrick, un couple qui a vendu de la drogue pour payer ses dettes. Il a suffi qu'il y en ait un qui vienne en acheter, puis je dis, en moins de temps qu'il ne faut pas dire, je dis, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et puis Claude, auteur de 2 braquages sur des petits commerces. À ce moment-là, j'ai sorti mon arme, puis j'ai dit, ouvrez-moi la caisse. Oui, pas de problème, je vous ouvre la caisse tout de suite. L'année dernière, ils étaient tous les 3 derrière les barreaux. Nous les avons retrouvés à leur sortie de prison. Voici Claude, à l'air libre depuis 1 an, mais toujours sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Voilà la frontière. Là-bas c'est le Gard, ici c'est le Vaucluse. Ici c'est la liberté, là-bas c'est la prison. S'il franchit le Rhône, il risque le retour en détention. Car la justice lui interdit de se rendre dans le Gard, là où il habite avec sa femme. Claude, 76 ans, un charcutier à la retraite à la démarche légèrement ralentie à cause d'une prothèse de hanche. C'est un vieux monsieur aux journées vides, apparemment inoffensif. Il n'avait jamais eu affaire à la justice et n'a réalisé qu'après coup la gravité de ses actes. 2 braquages avec un pistolet d'alarme. C'est une grosse bêtise. Une grosse bêtise qui peut vous coûter 20 ans de prison. Et je ne m'étais pas imaginé un seul instant que je pouvais risquer autant. Claude a déjà passé 8 mois et demi en détention provisoire. Il l'a vécu comme une déchéance morale. Qu'est-ce que j'ai pensé de moi? Que je valais plus rien. Oui. J'étais plus que j'étais l'homme respectable. J'arrêtais pas de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? La même semaine, il braque 2 fois. D'abord une station-service pour 300 €, puis cette supérette. Il est 13h ce 3 mai 2011, quand il se gare sur la place du village. Il s'est grimé, il a changé les plaques de sa voiture, mais rien ne va se passer comme prévu. À l'intérieur, l'épicier est en train de garnir ses rayons. Il ne prête guère attention à ce curieux client qui fonce sur lui. Il avait une bombe lacrymogène, il m'a pulvérisé le visage. Donc à ce moment-là, j'ai été surpris quand même. J'ai pris un caddie, j'y ai balancé dessus. Lui, il a sorti son arme. Et là, il m'a braqué et il a pris la caisse en même temps. Il était positionné dans ce sens-là, l'arme comme ça, et il prenait les sous là. Voilà. Et ensuite, il est sorti. La porte était ouverte. Il est sorti tranquillement et il a été jusqu'à sa voiture. Vous lui avez couru après, là, non? Oui, j'y ai couru après. J'y ai couru, façon de parler, puisqu'il marchait tout doucement. Claude traverse la rue. Il avait toujours l'arme à la main, il a traversé là. Il grimpe dans sa voiture, toujours poursuivi par l'épicier qui lui casse son pare-brise à coups de manivelle. Claude réussit à démarrer et à rentrer chez lui, avec en tout et pour tout une centaine d'euros. 2 jours plus tard, les gendarmes frappent à la porte. Direction, la maison d'arrêt de Nîmes. C'est à cette époque-là que nous avions rencontré sa femme Viviane dans le village de Roquemaure, guidée par son avocat. Claude est alors incarcéré depuis 7 mois. Viens ici, viens. Bonsoir. Bonsoir. Il vient de fêter ses 75 ans en cellule. Il m'a écrit une lettre. Sa femme est très inquiète. Alors là, je ne comprends rien de ce qu'il m'a écrit. Et vous allez voir, il a changé son écriture. Claude n'a jamais connu la prison et visiblement, il n'arrive pas à s'adapter. La lettre est pleine de fautes d'orthographe. Les propos sont incohérents. Il semble perdu. Le stress de son incarcération peut-être, l'effet des médicaments surtout. À 75 ans, Claude a les problèmes de santé de son âge. Dépression, diabète, cholestérol et puis un cancer de la prostate qu'il va falloir opérer pendant la détention.
20 kilos, il a perdu. Combien? 20. Il ne fait que 75 maintenant. Moi, j'ai dit, tu vas pouvoir tenir. J'ai toujours peur qu'il y ait une... Comme sonne à la porte en me disant que c'est fini pour lui. Mais Claude a tenu. 2 mois après cette interview, il est sorti de prison. Aujourd'hui, il s'est remplumé et il a réfléchi à cet enchaînement funeste qui l'a conduit là où il est. Selon lui, ce sont les dettes accumulées qui sont devenues insurmontables. Il fallait que je trouve au minimum, dans un premier temps, 800 €. Hein? Alors moi, je ne pouvais pas les trouver. Je ne savais pas comment faire pour les trouver. C'est que l'idée-là m'est venue, c'est tout. Alors j'ai acheté un pistolet d'alarme, hein, puisque j'ai vu ça à la télé. J'ai acheté une perruque, une fausse barbe. Alors c'est bizarre parce que ma barbe était noire et les cheveux étaient roux. Alors vous savez, j'étais pas doué. Dans quel état d'esprit vous étiez? J'étais dans un état d'esprit second parce que j'avais pris des cachets antidépresseurs. Au lieu d'en prendre un, j'en avais pris 4. Alors évidemment, c'était pour me donner du courage. Hein? Est-ce que vous trouvez que ce que vous avez fait n'est pas si grave? Ben si, je trouve que c'est grave. Ah si, j'ai regretté d'ailleurs, beaucoup. C'était fait, c'était fait. J'avais fait ça sur un coup de tête. C'était fait. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Alors je me disais, ben maintenant t'as plus qu'à être puni. J'ai accepté d'être puni. Même avenir maussade, mêmes angoisses financières, même dérive dans la délinquance à l'âge de la retraite. À Beaurain en Vermandois, petite ville du département de l'Aisne, plombée par le chômage, nous avions rencontré l'année dernière Kevin. Il nous avait raconté l'histoire de ses parents, plutôt singulière. Son père et sa mère étaient tous les deux derrière les barreaux pour trafic de drogue. Mon cher fils, je suis bien rentré en prison avec un peu de tristesse, mais ça va quand même. Pendant qu'ils étaient en prison, Kevin nous avait ouvert leur maison, là où le couple avait établi son petit négoce. Dans le salon, il y avait encore tout l'attirail des papy dealers. Donc ici d'ailleurs on a encore une pesette qui se servait. Ça c'est quoi ça? C'est une petite pesette électronique donc qui servait pour peser la quantité d'héroïne. Il l'achetait à 12 € le gramme, qui lui ici après ça se revend à une trentaine d'euros le gramme. La culbute était trop belle, le spectre des dettes s'éloignait. Sur le compte bancaire des époux, l'argent rentrait enfin. C'est l'argent de la drogue. Ouais, l'argent de la drogue. Ensemble dans la délinquance et la prison. Ensemble aujourd'hui dans les rues de Beaurain en Vermandois. Les parents de Kevin ont été libérés il y a peu, après plus d'1 an de détention. Dans le couple, Patrick c'était le convoyeur. 1 ou 2 fois par semaine, il allait acheter la drogue en Belgique à 200 km de là. Un papy dealer de 62 ans insoupçonnable dans son taco hors d'âge. Alors la voiture elle est là. Avec ça et vos cheveux gris, Ouais, voilà. personne ne se doutait que... Je doutais que j'aurais été pris à la frontière, qui s'était arrêté sur la route quoi, par les douaniers. Et puis ça se fait souvent ça. Qu'est-ce qui se fait beaucoup? Bah ça, c'est des petits vieux qui vont aller chercher le machin. Ah bon? Bah oui. Prévoyant, Patrick planquait sa marchandise et son argent à 50 mètres de la maison. C'est là le garage. Dans ce garage spécialement loué pour l'occasion. Vous aviez combien de clients par jour à peu près? Oh, à peu près une vingtaine. Une vingtaine par jour? Si c'est pas plus. Si je les comptais plus, hein. Tous les 5 minutes ça frappait à la porte. Allez, viens Tico. La tête pensante de l'entreprise, c'est Françoise. Quand les revenus du couple s'effondrent, fin des assédiques pour elle, plus de pré-retraite pour lui, il se retrouve avec 600 € par mois pour vivre. La misère. Françoise découvre que la drogue est un marché porteur dans cette commune de 6000 habitants. Donc vous avez vendu quoi? Des héros. Directement, ouais, parce qu'on nous avait conseillé de rien vendre d'autre que sur moi, c'est ça qui marche le plus.
j'ai dit à papa, écoute, ça sera une solution plutôt que de tomber dans un dossier de surendettement, parce que je dis, moi, je le supporterai pas. Elle veut pas de Avec la fierté que j'ai, je dis, un dossier de surendettement, je le supporterai pas. Je dis, bah, on va faire ça, et puis en 4-5 mois, on va payer nos dettes, je dis, et puis on sera tranquille. Ils vendent donc cette drogue dure, une poudre brune, des doses d'1 gramme ou d'1 demi-gramme qu'ils confectionnent le soir devant la télé. Ils sont devenus des marchands de mort. Et les toxicomanes, ils étaient dans quel état physique? Ils arrivent ici, ils sont là, ils tremblent, ils frissonnent, ils ont des gouttes de sueur qui perdent partout. Il y en a des fois, ils sont sur le point de tourner de l'œil. En plus, nous, on le faisait pas cher ici. Mais devenir dealer de drogue, ça ne vous posait pas de problème? Au début, si, mais après, c'était la seule solution qu'on a vue. Ils finissent par être dénoncés et condamnés à 2 ans de prison. Françoise a eu droit au bracelet électronique. Patrick a purgé sa peine. Pas facile pour un papy de se retrouver en prison. On l'a vite pris pour un délinquant sexuel, jusqu'à cet article dans la presse locale qui a tout changé. C'est pour ça que j'ai donné ça à la prison là-bas. Après, j'étais tranquille. Vous le voyez pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est un vendeur de drogue? Non. Donc en prison, il ne voulait pas le croire quand il disait. Et après, j'étais roi là-bas à la prison. Après, j'étais papy dealer, tout le monde qui m'appelait. Puis l'ancien, puis j'étais respecté. En 6 mois de business, ils auront revendu 750 grammes d'héroïne pour un bénéfice net de 15 000 €. Mais entre les intermédiaires, les crédits aux toxicos, l'argent donné aux enfants, le couple est toujours dans la même impasse financière. Pour Claude, le papy braqueur, l'issue est encore incertaine. La date de son procès n'est pas encore fixée. En attendant, il vit dans la crainte. L'avocat n'arrête pas de me le dire. N'oubliez pas que vous pouvez encore retourner en prison. Et c'est ça qui me rumine. Enfin voilà. Est-ce que ça serait dur à supporter? Ah oui, ça je crois que je ferai la fin de mois. Ça c'est plus que sûr. Et voilà pour ce reportage de Nathalie Sapena et de Jean-François Meunier sur ces papy dealers, papy flingueurs. Et on est ici avec vous, Patrice Laster. On est dans ce bar de l'hôtel Regina, un hôtel qu'on remercie parce qu'il nous accueille souvent. Et souvent, le hasard fait bien les choses pour parler avec des truands ou anciens truands, avec des avocats ou des policiers. Vous êtes policier, enfin vous êtes un ancien policier, puisque vous êtes entré dans la police en 1974, vous êtes sorti en 2007, vous avez fait 10 ans au 36 quai des Orfèvres, et puis des années dans la banlieue sud, du côté de l'Essonne et de Draveil. Alors, vous avez écrit ce livre qui s'appelle « Un flic passe aux aveux » chez Lattès, où vous racontez un peu votre vie. Pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce métier, puisqu'on parle aujourd'hui du moral des policiers, pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce métier, on épouse ce métier de policier? On y rentrait parce qu'on avait le feu sacré. D'autant plus contre les locaux insalubres. Les matériels désuets, que ce soit les véhicules, que ce soit les armes, que ce soit les munitions. Il fallait avoir envie. D'ailleurs, même les Américains disaient souvent, vous êtes les meilleurs flics du monde parce qu'avec rien, vous arrivez quand même à faire des enquêtes et à les sortir. Bon, et ça a été une surprise, l'une de vos premières surprises en arrivant. C'était ce matériel qui n'était pas à la hauteur de vos attentes, si je puis dire. Et vous dites, on avait aussi peut-être une autre image parce qu'on était au secours du citoyen. Et on a un peu l'impression, c'est ce qu'on disait aussi au début de l'émission et qu'on voyait dans un reportage dans le 18e arrondissement, que peut-être le regard que les citoyens ont sur leur police a changé aujourd'hui. Le regard a changé, oui, parce qu'effectivement, ça n'est plus la même police. Vous savez, avec la crise qu'il y a actuellement, y compris en fonction du chômage, beaucoup de jeunes qui rentrent chez nous sont des jeunes fonctionnaires de police. Je dis dans le bouquin qu'il n'y a plus véritablement de poulets, de flics, qui sont rentrés avec le feu sacré. Là, certains ont vu un peu de lumière dans l'immeuble et sont rentrés. C'est surtout la sécurité de l'emploi qui fait que. Mais ils ont encore malheureusement plus de difficultés que nous parce que les moyens sont encore moindres et les effectifs ont été en constante régression. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des comportements qui font que les policiers on les regarde de façon différente? On pense bien sûr à l'histoire de la BAC de Marseille, par exemple, où les flics sont devenus des ripoux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça des dérives qui sont accumulées, qui font qu'on se demande un petit peu à qui on a affaire en face de soi quand on a affaire à un policier, quelquefois?
Il y a forcément des dérives comme dans toute autre profession, c'est beaucoup plus grave chez nous, parce que effectivement, quand vous trouvez des policiers ripoux, alors qu'on est là pour défendre la loi, c'est quand même grave. Mais quand vous avez des policiers ripoux chez vous, il faut les éliminer. C'est très clair. Mais j'ai quand même beaucoup de doutes sur le fait que la hiérarchie n'en était pas au courant. Parce que quand vous avez un policier ripou, je peux comprendre, mais quand vous avez 12 ou 15... une BAC, ça devient compliqué. Que le directeur de sécurité publique ne soit pas au courant... À votre avis je pense qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a justement quelquefois des policiers qui dérapent et comment est-ce que vous, comme policier, dans toutes vos activités, pendant toutes ces années, vous avez évité de déraper? Quel garde-fou vous avez eu quand vous êtes au contact des truands, des bardes, des putes, etc. Là, vous savez, il n'y a plus qu'à aller au fond de ce qu'on a voulu faire au départ. Hein, moi, ça m'a coûté un divorce, mais je ne le regrette pas. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On faisait 65-70 heures par semaine. C'est vrai que c'était un métier difficile, ça l'est encore, mais ce qu'il fallait, c'était interpeller des délinquants dangereux à l'époque. Maintenant, les délinquants sont encore plus dangereux parce que c'est une violence urbaine qui se fait. C'est pour ça que je dis souvent, pour les jeunes qui rentrent maintenant, il faut avoir une tête solide, bien vissée sur les épaules, carré, avoir un coffre bien blindé, parce que vous savez, entre les politiques qui vous font de la pression, votre hiérarchie des fois, qui effectivement, elle aussi, par rapport aux statistiques, un certain nombre de choses, vous met pression. Une certaine population qui ne comprend pas votre métier, et parfois même la famille qui ne comprend pas exactement le métier que vous faites, c'est pas évident, c'est pas simple, et c'est la raison pour laquelle certains de nos jeunes collègues parfois se suicident. En tout cas, c'est pas un métier que vous regrettez. Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci Patrice Laster d'être venu conclure cette émission avec nous sur cette délinquance et sur ce métier de policier qui n'est pas un métier facile mais qui est un beau métier. Merci à vous. À vous entendre. Alors, je vous remercie l'Hôtel Regina encore une fois qui nous a accueillis. C'est pas la première fois, on le remercie bien sûr. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Thomas Auro, Joël Bruandé à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, on va revenir sur ce scandale alimentaire qui n'en finit pas de rebondir. C'est bien sûr cette histoire de cheval à la place du bœuf, de ces barquettes dont on ne sait pas